merci de m'avoir posé des questions, merci d'être là. J'espère que tu te portes bien. Je vais donc répondre aux questions qui ont été posées ce mois-ci. S'il y en a que je saute, c'est peut-être parce que j'ai répondu la dernière fois. Donc libre à vous d'aller fouiner dans les précédentes facs. Clara, bonjour Ina. Mes questionnements sont nombreux, sens-toi libre de ne répondre qu'à ce qui t'inspire. Oh, c'est gentil. J'admire beaucoup ton travail, par lui tu changes ma vie en quelque chose de beau et raisonné. Merci Clara. Je serais intéressée de t'entendre nous partager tes connaissances en matière de nutrition et de digestion. Quelle quantité ingérer, quel ratio féculents-fibres est le mieux adapté? Souvent, j'ai soit les yeux plus gros que le ventre, soit pas assez. Comment trouver la juste assiette et se sortir des troubles du comportement alimentaire? Waouh. Alors, je ne suis pas médecin, ni nutritionniste, ni spécialiste, ni psy, ni et ma digestion fluctue. La question des troubles du comportement alimentaire m'intéresse beaucoup. J'ai longtemps eu le projet de faire, je sais pas, j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne, mais j'ai envie de faire, je sais pas si ce serait un petit livre ou une petite série de vidéos ou un petit cours en ligne, je sais pas exactement quoi, mais parce que c'est en soi tellement énorme comme sujet. J'espère que tu n'en souffres pas trop. Je suis passée par là et j'en suis sortie. Après, ce que je peux te dire, c'est que pour les quantités, il y a des choses basiques, c'est-à-dire essayer de manger plus lentement, essayer de poser ses couverts après chaque bouchée, donc essayer de connaître sa satiété, tu sais, ces fameux signaux de faim et de satiété, ça se joue quand même beaucoup là. Donc essayer de s'arrêter avant de ressentir de l'inconfort. Ce qu'il faut parvenir à intégrer, c'est que manger trop, ça fait se sentir pas bien. Donc on n'a pas envie de se faire ce mal-là, tu vois. Pour ce qui est du choix des aliments, moi je sais que je mange pas, que le matin j'essaye de... Mais après c'est moi, je peux te dire personnellement, par exemple commencer la journée avec du pain ou avec du viennoiserie ou des... Tu vois, parfois ça fait du bien, c'est bon, mais la plupart du temps j'essaie plutôt de commencer la journée avec des choses fraîches, plutôt des fruits ou l'hiver je me fais un porridge, tu vois, mais un truc... Pas du pain dès le matin. Mais après, c'est moi. Il y en a qui vivent très bien ça. Et après, il y a le fameux... Enfin, le gluten, tu vois. Beaucoup de gens le supportent très bien. Mais si tu as envie de faire le test, d'essayer pendant quelques temps de pas manger de gluten ou de... Enfin, ça peut être un test à faire. Mais je me méfie quand tu as des problèmes de troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est restreindre ou calculer ou interdire, tout ça, c'est pas hyper recommandé. Je te conseillerais plutôt d'essayer de manger, d'attendre la faim pour manger et de manger lentement et d'essayer de percevoir la satiété avant l'inconfort. Ça, c'est les meilleurs exercices à faire. Après, l'assiette parfaite, en soi, elle n'existe pas. Tu sais, on est toujours en train d'essayer de se réguler. Et tu peux faire confiance à ton corps pour ça. Et petit à petit, trouver avec
enfin, quels aliments te font plus de bien que d'autres. Par exemple, moi, je sais, voilà, ce que je te racontais, le pain, c'est pas trop mon truc. Mais il y en a qui supportent moins bien le riz, ou il y en a qui supportent très bien les pommes de terre, ou il y en a qui, bah voilà, le blé, ça passe pas, ou il y en a que les légumineuses, c'est pas leur truc. Il y en a qui supportent mieux les lentilles que les pois chiches. Il y en a qui, bah voilà, tu vois. Donc en fait, c'est toutes sortes de tests à faire et d'essayer de trouver des choses qui te plaisent et que ça devienne un peu du plaisir et que voilà, tu te fasses pas du mal en mangeant trop ou en te restreignant, tu vois, que tout ça, ça soit une sorte de petite tendresse envers ton estomac, tu vois. Soit un petit peu doux, tout ça. Mais les troubles du comportement alimentaire, j'aimerais beaucoup aborder la question, mais je crois que je cherche encore comment. Si tu as des idées, si vous avez des idées, dites-le moi. Je pensais peut-être faire un petit, pas un livre-livre, mais tu vois, quelque chose que je puisse auto-éditer sur comment moi je le vis, ce que j'ai traversé et comment je pense qu'on peut s'en sortir, tout ça. Mais bon, ça c'est un projet, donc à plus long terme. Mais c'est très répandu, hein. Quant à ton rythme de sommeil, est-il régulier? As-tu renoncé sans frustration aux sorties nocturnes? Sacrifies-tu les heures nocturnes au profit du sommeil? Quelles sont tes horaires de lever et de coucher? J'aime bien tes questions très comme ça, concrètes. Mon rythme de sommeil... Alors moi, je ne sors pas. Je suis pas une très grande sorteuse. Alors là, je rentre à Paris. Le pire que je puisse faire, c'est aller à la séance de 22h, tu vois, de cinéma. Et donc d'arriver après minuit et de me coucher à 1h. Je me couche plus... Je crois que là, je me couche entre 23h et minuit. Et je me lève entre 7h et 8h30, je dirais. Et parfois la sieste. Parce que parfois c'est ce que je racontais dans le podcast, c'est-à-dire que travailler assis, ça m'endort. Je fais des activités, enfin, je crois que j'ai pas encore trouvé les bons rythmes de pause, tout ça, donc la sieste parfois. Donc les sorties nocturnes, peut-être je devrais en faire plus en fait, mais j'en fais pas tant que ça. Et est-ce que c'est régulier? Moi je dors bien, je suis une bonne dormeuse. Quelle est ta gestion de consommation virtuelle? Comment éviter le siphon chronophage d'Internet, tout ce sucre visuel? C'est trop bien tes questions, Clara. Alors, je crois que je l'ai déjà dit. Alors, moi, je ne regarde pas... Alors, les réseaux sociaux, j'ai vraiment réussi à bien me sevrer. Facebook, j'y vais plus. Surtout pour Solange, là, avec les nouveaux algorithmes, les trucs payants et tout ça. J'ai un peu jeté l'éponge. Donc Facebook, pour moi, c'est pas un problème. Twitter, c'est trop violent. Donc pareil, depuis 1 an, Twitter, j'y mets pratiquement plus les pieds. J'y vais moins d'1 fois par semaine. Instagram, parfois je tombe dedans, mais j'arrive encore bien à me réguler. Je n'y vais pas, j'y vais souvent après avoir un peu travaillé. Donc c'est un peu une petite récompense. Avec les stories maintenant ça commence à prendre bien du temps, mais j'arrive à pas me laisser happer parce que je tombe toujours, enfin les pubs sur Instagram, ça me fait débander, donc ça m'aide à sortir en fait du truc. Et alors YouTube depuis 3 ans, je me suis interdit d'y aller avant 17-18 heures. Mais quand j'ai une soirée un peu vide ou que je suis un peu frustrée, c'est vrai que YouTube, ça peut me happer. Mais souvent, ce que je fais, c'est que au bout d'un moment, je vais regarder des vidéos comme The School of Life ou comme des vidéos plus culturelles qui me donnent envie de prendre soin de moi et de prendre sur moi et de prendre du recul. Sinon, on a tout ce qui est Pomodoro technique. J'ai aussi Freedom qui bloque tout. Donc... je suis assez au point sur ma surveillance numérique. Comment parvenir à se dissocier de sa génétique, à ne pas se laisser glisser dans sa
dans la passivité inculquée aux femmes, ce conditionnement qui nous pousse parfois trop à vouloir user de nos charmes. Comment atteindre ce genre intermédiaire dont tu parles, ni féminin? Oh là là, Clara, c'est trop bien. Bah, je pense que déjà, si tu te poses la question, c'est top, quoi. Bah, moi, ça a passé... Tu vois, ma vidéo pas féminine, je vais revenir là-dessus, donc je vais faire une vidéo sur la misogynie internalisée à la rentrée. Et donc, je me rends compte que cette vidéo pas féminine, elle peut être problématique dans certains cas, mais moi, ça a passé par exemple, me rendre compte que tout ce qui était talons ou beauté, c'était d'une part me mettre en fragilité. Tous les attributs féminins conventionnels, c'était une façon de me mettre en fragilité et de me renier une part de ma liberté. Mais je parle encore une fois, je parle de mon point de vue à moi, qui est la chance d'être née femme, cisgenre, blanche, valide, privilégiée, donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais donc de mon point de vue, c'est passé par un peu porter des grosses chaussures, ne pas me coiffer, moins me maquiller, ne pas plus me parfumer, la lingerie viser le confort, porter des vêtements amples qui me donnaient plus une stature. En plus, comme je suis plutôt petite et menue, et ça, mon ami Avril m'a beaucoup aidée à porter des vêtements amples qui me font une carrure, qui m'ancrent dans le sol, qui font plus de moi une sorte de silhouette de petit, garçon, petit soldat, mais ça marche aussi avec mon genre de corps. De pas investir trop de temps, d'argent. Et puis, après, c'est aussi quel partenaire amoureux, sexuel tu trouves. Parce que c'est aussi dans leur regard que tu t'affirmes et que tu t'acceptes et que tu te définis. Donc, moi, par exemple, il y a eu des phases où j'ai rencontré des hommes qui avaient un rapport au poil qui ne me convenait pas du tout, et pour moi, c'était out, direct, c'était radical. C'est-à-dire, tu préfères les pubis épilés, eh ben, ciao. C'est juste, à un moment, c'est dire, voilà, je ne vais pas essayer d'être celle que tu veux que je sois parce que ton désir, tu vois, supplanterait le mien. C'est savoir dire les choses, et pour ça rencontrer, dans mon cas, des hommes, parce que je suis hétérosexuelle, pour qui mon espèce d'intergenre était attirant, et ben ça c'est hyper gratifiant, parce que tu sens que l'identité vers laquelle tu chemines, elle est comprise, validée, appréciée, et même qu'elle séduit. Et moi je trouve ces hommes séduits. Une fois j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Ah, tu t'es habillé en petit bonhomme aujourd'hui » et j'ai trouvé ça tellement sexy que quelque part le fait que je sois habillée en garçonne le séduise lui. Là je me suis dit « Waouh, quel surhomme !» Mais c'est long et c'est compliqué de trouver les bons vis-à-vis. Mais courage, Clara, c'est trop bien. C'est trop bien, Clara, que tu t'intéresses à ces questions. Enfin, moi, je t'encourage et on est ensemble. Qu'entends-tu par spiritualité? Quels ouvrages consultes-tu? Alors, je dirais que c'est pas mal passé par le yoga et la méditation avant d'être des lectures. Et c'est aussi lié, mais là c'est un petit peu délicat, à ma rencontre avec les champignons magiques. Mais je sais pas à quel point je peux et je voudrais en parler, étant donné que voilà, c'est une substance illégale en France, que c'est considéré comme une drogue, classée comme telle, et que je ne veux pas encourager à
la consommation d'aucune substance illégale dans des conditions qui pourraient mettre en danger des personnes. Mais pour moi, spiritualité, ça veut dire conscience d'une force qui me dépasse et qui peut parfois me prendre en charge. Une conscience d'être toute petite, une sensation de percevoir la beauté, l'éternité, une sensation d'éternité, oui, J'avais parlé d'Alan Watts et je crois que quelqu'un après me pose une question d'Alan Watts. Je vais vous mettre une playlist d'Alan Watts. Alan Watts qui est une sorte de philosophe pop. Je sais pas si j'ai bien expliqué. C'est vraiment tout nouveau dans ma vie, hein. Donc je commence juste à pouvoir mettre des mots dessus, donc je suis même pas sûre que ça fasse bien écho, mais une ouverture vers l'infiniment grand, je dirais. Et François était d'accord avec toutes tes questions. Coucou François. Michel, 3 petites questions. Quel endroit à Paris aimez-vous le plus? Alors à Paris. Je dis toujours que j'aime bien les ponts, parce que je trouve qu'à Paris ça peut être très dense, et les ponts donnent une vision d'espace assez rare, il y en a beaucoup. Les ponts au crépuscule. Quoi d'autre? Alors évidemment j'aime bien les musées. Là j'aurais envie de retourner au Palais de Tokyo, ou au celui qui est en face là, le musée d'anthropologie au Quai Branly. J'aurais envie de retourner au Quai Branly. Qu'est-ce que j'aime aussi à Paris? J'aime me retrouver par hasard dans une rue vide, alors ce qui est rare. J'aime là, puisque je rentre de Roubaix, là, ce dont je me rends compte, c'est que j'adore le soir sentir le poumon, enfin sentir que la ville vit, quoi, qu'elle vibre, qu'elle est habitée, quoi. Parce que j'avais plus à Roubaix. La pâtisserie préférée... Ah oui, ben j'avais répondu à Nathalie. Quel alcool fort préférez-vous? Alors je suis pas très alcool fort. Récemment, là à Avignon, j'ai pris un... Alors je sais pas si c'est un apéritif, alors c'est pas si fort que ça, mais c'était un très bon alcool de noix servi dans un verre à Porto. C'était délicieux, qu'est-ce que c'était bon, c'était local, trop bon. J'aime un peu les cocktails quand il y a une occasion, mais ça fait très longtemps. Anne, bonjour Ina, bonjour Anne. Tout d'abord, merci pour ce que tu fais depuis tout ce temps. Ton travail s'est toujours avéré être une fantastique petite bouée à laquelle me raccrocher dans les moments creux. Alors merci. Merci Anne. J'aime bien ta miniature. C'est une cloche. Merci beaucoup Anne. C'est le meilleur compliment. Voilà mes petites questions. J'ai récemment quitté un poste de salarié dans une boîte de la Pleine Image. Quoi? À Tourcoing-Roubaix? Où j'étais malheureuse comme une pierre. Ma dernière journée a d'ailleurs été déterminante parce qu'en sortant, je t'ai croisée au métro. Alsace de Roubaix est toute superstitieuse que je me suis dit que ça constituait le meilleur des signes pour me prouver que j'avais pris la bonne décision. Oh, et j'aurais bien voulu te parler, mais je n'aurais pas trop su quoi te dire. Je ne voulais pas t'importuner. Oh, c'est trop drôle. Oh, bah je suis désolée que tu aies été malheureuse. Mais voilà, je me lance dans un milieu artistique hyper chouette, celui du tatouage. Et ma question est la suivante. Comment fais-tu pour gérer tout l'à côté d'une vie artistique, surtout en France? Par là, je veux parler de tout le côté administratif avec tous ces organismes différents, les déclarations, la comptabilité, la gestion de l'emploi du temps. Alors,
Euh, Alors là, je me suis fait, j'ai eu la chance, donc comme j'ai eu l'aide du CNC à la structuration de la chaîne, j'ai la chance d'être accompagnée par l'Amicale de production, l'Amicale qui est aussi la coopérative qui produit mon spectacle, que j'ai créé en bonne partie au Frénois. Donc pour l'instant, il y a donc je paye, je donne une partie de ce budget à ces gens qui me servent de plateforme administrative. Donc je m'occupe de très peu de choses pour l'instant, bien que je dois quand même être en contact avec eux. Il y a quand même des rendez-vous et des questions et des solutions et il y a toujours des allers-retours à faire, mais au moins j'ai des personnes ressources à qui m'adresser et ça c'est top parce que moi non plus je serais submergée là. La gestion de l'emploi du temps, alors ça c'est toute une question. Donc je sais pas si tu as vu, mais bon, j'ai commencé à essayer de me faire des calendriers. Donc il y a Marine Prunier qui sera mon assistante pour les 6 prochains mois, avec qui on s'est fait un planning. On essaie maintenant de travailler dans Asana, qui est une sorte de software qui gère, qui est une gestion de tâches, mais surtout pour des groupes. Alors moi, je regarde, enfin, je peux être du genre à perdre beaucoup de temps pour me choisir des outils, ce qui est un peu un danger. J'ai vu qu'il y a Things, qui est une appli, Things, mais c'est payant. Je vais peut-être faire la version d'essai parce que ça a l'air pas mal. Mais sinon, moi, j'ai mon bullet journal plus mon calendrier. Et mes chronos, comme je l'expliquais dans la précédente fac, je fonctionne beaucoup par chrono. Essayer d'avancer toutes les tâches un petit peu chaque jour plutôt que de se lancer complètement dans une. Parce que pour le moral et pour la satisfaction, c'est toujours bien de sentir qu'on a fait avancer un petit peu toutes ces billes, tu vois, plutôt que de laisser traîner une chose pendant 2 semaines, faire à fond un truc pendant 3 jours. Et tu vois, là par exemple, ma newsletter, je l'ai vraiment perdue de vue. Donc il faut que je m'y replonge et plutôt que... Enfin, il aurait... Bref. J'apprends, tu vois, on apprend au fur et à mesure et il faut commencer par un petit pas après l'autre. Est-ce que tu... Et par exemple, j'ai ouvert un truc d'auto-entrepreneur, finalement, ce sera sans doute pas ça le statut que je vais plutôt me faire salarier par cette boîte qui va récupérer l'argent du Patreon et du CNC, qui va me resalarier et salarier Marine. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir des interlocuteurs. Au moins un comptable, dans mon cas un avocat, et quand même ou une boîte ou quelqu'un qui s'y connaît, qui puisse un peu t'orienter au début, quoi. Est-ce que tu arrives à y trouver du plaisir? Et sinon, comment fais-tu pour te débarrasser de ces corvées en toute sérénité? Voilà, je tiens un peu... Voilà, le plaisir... dans tout ce qui est administratif, là, pour l'instant, j'en ai pas. Mon plaisir, il est d'échanger avec des gens, du coup, dont c'est le métier et qui ont ces affinités que moi, je n'ai pas. Et voilà, et qui me permettent de trouver de la sérénité et du temps et de l'énergie pour faire autre chose. Enfin, deuxième question. As-tu déjà vécu en concubinage? Et si oui, comment arrivais-tu à faire coïncider ton hygiène de vie personnelle, tes propres envies et ta vie de couple? J'ai une assez grande expérience de la vie de couple. C'est vrai que moi je serais plutôt du genre, si c'est possible, à vraiment établir un espace à moi. Mais c'est pas toujours possible pour des questions économiques. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui s'adaptaient. Enfin, c'est un peu une question de complémentarité, en fait. Ça fait partie des paramètres qui font ou pas que ça marche avec quelqu'un. Je pense que ça pourrait pas marcher, en ce qui me concerne, d'être avec quelqu'un qui empiète trop sur ma liberté ou sur mon travail ou sur mes routines. Ou... Voilà, j'ai plutôt été avec des gens qui étaient discrets et qui savaient me laisser de la place.
Donc j'ai pas eu énormément à lutter parce que je peux être quelqu'un d'assez pas autoritaire, mais j'aime un certain ordre, j'aime un certain minimalisme, donc quelqu'un d'hyper fouillis, enfin ça pourrait pas le faire du tout, tu vois, par exemple. Et par rapport à, par exemple, mon yoga ou mes trucs, je crois que c'est ça que tu veux dire par hygiène de vie, bah ça je l'impose quoi. Il faut de la discipline personnelle. Et après pour la vie de couple, ce qui est plus compliqué, c'est peut-être, oui, en fait, de se prévoir. Là aussi à mettre dans le calendrier, en fait c'est toute une question de planning, c'est s'il y a des soirées, des petits week-ends ou des petites activités, et ben c'est un peu de planning et un peu et se ménager un peu du temps pour se dire ben quand est-ce qu'on se prévoit un truc et de quoi t'as envie et ben là est-ce qu'on peut on coupe tout et on se parle ou là est-ce qu'on va tu vois, enfin c'est la communication. Faut des gens qui communiquent. Il n'y a rien de pire que des gens qui communiquent pas. Je te souhaite des gens qui communiquent, c'est vraiment la clé de tout. Encore un grand merci, je te souhaite de bonnes vacances avec la jolie truite, que les rivières soient belles et les baignades revigorantes. Merci Anne. Merci Anne. Je t'en souhaite vraiment à peu près au moins autant. Julie, bonjour Julie. Voici mes questions, libre à toi d'y répondre ou pas, Chérina. Oh, merci pour la liberté, Julie. Ça compte. Comment fais-tu pour supporter le bruit à Paris? Ton appartement est-il calme? Là, c'est vrai que c'est différent. Ça va être vraiment le test, là. Alors, mon appartement n'est pas très bruyant parce qu'il a l'avantage d'être au dernier étage. J'adore les derniers étages. Et il n'y a personne au même étage. Donc, je suis seule au dernier étage. Je suis sur la cour. Les rues autour sont plutôt petites. Donc, pas des axes hyper passants. Alors, c'est un quartier un peu étudiant, donc où il y a parfois la fête le soir. Mais comme je dors avec des boules qui ça va. Mais je sens que là, mes 2 ans à Roubaix vont me rendre moins tolérante pour tout ce qui est stress parisien. Est-il possible d'apprendre la méditation transcendantale seule? Aurais-tu des ressources sur Internet à nous conseiller? Je dirais que officiellement non. Ça ne s'apprend pas seul. Mais, pour tout te dire, la méditation de pleine conscience est tout aussi, voire plus pertinente, et ça prend, pour le coup, elle seule. Je te conseillerais tu as l'appli Insight, je te mettrai le lien, l'appli Insight avec plein de méditations guidées de toutes sortes. Je pourrais aussi Christophe André, ça j'en avais parlé. Je vais peut-être te remettre si je la retrouve. J'avais trouvé une page assez rigolote sur méditer pour les nuls. Il faudrait que je te demande vraiment pourquoi tu tiens à la méditation transcendantale. Moi au début j'y tenais vraiment parce que c'était à cause de Lynch. Mais c'est difficile de savoir est-ce que j'en serais où je serais aujourd'hui si je ne l'avais pas apprise. Mais aujourd'hui, alors moi j'avais eu le tarif étudiant, mais je crois que c'était genre l'équivalent de 600 €. Il faut que tu regardes, je pense qu'il y a des centres où tu peux aller peut-être à une session d'initiation gratuite. Mais vraiment, si... Enfin, je ne connais pas la raison pour laquelle tu tiens à ce que ce soit transcendantal, mais la pleine conscience vaut amplement la transcendantale, à mon sens. Lorsque tu quittes ton chez-toi pour le travail ou les vacances, en as-tu la nostalgie? Tu as l'air très attaché à ton cocon, comme beaucoup d'entre nous. Oh oui, tu sais, là, en fait, je vais pas me plaindre parce que c'est quand même une chouette vie, mais tu vois, j'ai quitté Roubaix, je suis allée à Montréal, je suis passée en vitesse à Roubaix, je suis repartie à Avignon, et là, je reviens 4 jours à Paris et je repars en Toscane. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas eu le temps de me faire mes petites courses et ma petite popote et mon petit ménage et mon petit yoga et mes
mes petites routines et ça me manque. Et donc là, je suis même pas encore partie en vacances, que j'ai hâte de revenir à Paris pour me refaire mes trucs. Ben oui, mais oui, même si je pense que j'ai besoin de vacances et que un peu de dépaysement en plus, ça me fera pas de mal, tu vois. Mais on est d'accord. Ah oui, j'ai sauté. Regardes-tu une série en ce moment, laquelle? Eh ben, j'avais commencé Abstract, qui est une série de Netflix sur le design. Et le premier épisode, c'est avec Christophe Niemann, qui est un génie. Je déteste dire ce mot, mais enfin, le type est trop fort, quoi. Et il est superbement réalisé. Alors, j'ai commencé à regarder le deuxième épisode, mais je me suis arrêtée en cours, mais elle a l'air chouette, cette série. C'est documentaire, donc, sur des grands designers. Mais je la commence à peine parce que j'ai pas eu beaucoup de temps récemment. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur The Book d'Alan Watts, ou nous indiquer dans quelle vidéo tu en aurais parlé? Mes recherches ont été infructueuses. Non, j'en ai parlé en fait dans le live, dans le premier live que j'ai fait pour vous, pour les parapluies de $20. Tu peux retourner voir. Alors The Book... et Alan Watts, dont j'ai mis, je vais mettre la playlist là dans les commentaires. Il a une façon de remettre les choses en perspective et de faire des métaphores et des allégories pour relativiser ou alors te faire voir les choses d'une nouvelle façon inédite. T'as l'impression qu'il te retourne le cerveau comme un gant. Je sais pas comment le dire autrement. Dans mon cas, avec le cheminement où j'en suis de la méditation, du yoga, de l'espèce de prendre de la distance avec la souffrance et tout, et ben, il y a eu plein de déclics. Mais son livre, il faut s'accrocher. En plus, je l'ai en VO, donc j'ai mis le temps. Mais pour moi, ça a été une lecture assez chouette, mais commence par regarder la playlist que je vais mettre et voir si déjà ça résonne avec toi. Trouves-tu satisfaisantes les relations qu'on noue par écran interposé? Est-ce que tu parles de nous ou est-ce que tu parles de en général? Si on dit en général, je crois que j'en ai plus vraiment. Je dirais non en fait. Je les trouve pas satisfaisantes. Je suis à une étape de ma vie où j'ai envie de plus de partage et de temps passé en présence d'autres humains, in real life. Voilà, j'en suis là. Après, j'ai pas encore toutes les bonnes stratégies en place, mais donc je dirais non. Merci et bonne journée à tout le monde. Pareillement, Julie, je t'embrasse. Denis. Bonjour Ina, bonjour Denis. Je profite de ta proposition de répondre aux questions car celle-ci me trotte dans la tête depuis un moment. Depuis le début de Solange te parle, il reste obstinément caché, même si les plus perspicaces soupçonnent son existence. Dans tout portrait en chienne, tu fais plus que le révéler, c'est une véritable déclaration d'attachement et pas que de truite envers lui. Je veux parler d'Anatole, il est ton mari depuis 10 ans, dis-tu. On dirait qu'il est destiné à retourner à l'anonymat après avoir été brièvement exposé. Par 2 fois, tu écris que c'est pour cela que ça tient avec lui. Je comprends mal le sous-entendu, s'il y en a. Un mot est en italique dans le livre, c'est dominateur. Est-ce parce qu'il ne l'est pas et qu'il te laisse ta liberté que justement ça tient? A priori, je dirais que j'ai pas vraiment envie d'aller dans tous les détails à ce point. Ma vie de couple, mais peut-être que je répondrais oui. J'ai l'impression que Truite est comme une médiatrice d'amour qui lui redistribue ce que tu ne parviens pas à lui donner directement. En fait, vous faites ménage à 3. C'est un peu l'histoire du livre. Je pense juste, j'espère ne pas être trop indiscret, mais puisque c'est toi-même qui l'as révélé, je pense que non. Bah, je l'ai révélé. C'est-à-dire que je suis toujours un peu... agacée qu'on pense que c'est que parce que je dis des choses dans un livre qui reste un outil, qu'on le veuille ou non quand même, de fiction, ou de récit, que parce que j'ai mis une information, je me dois de répondre à tout publiquement. Je ne crois pas. Pardon Denis, je ne vois pas exactement sinon comment répondre autrement que
Je ne sais pas. La psychologie t'appartient, je n'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse à te donner. Ça ne m'appartient plus en fait. Ce qui est dans le livre existe au-delà de ce que je vis. Quan. Bonjour Ina, en écoutant Cat Power, je t'ai concocté une nouvelle petite compilation de questions en tout genre. Il faudrait que je réécoute Cat Power. Comme mes questions précédentes de la première fac, au premier abord, elles ont l'air très ciblées, mais je pense qu'elles touchent plus largement au sujet abordé, donc sois libre d'élaborer ou non. Waouh, je vais prendre de l'eau, j'arrive. Ah, j'ai l'impression que vous êtes tous dans mon salon. C'est très cosy. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Quelle chose fabuleuse pour toi ferais-tu si tu avais le pouvoir de savoir à coup sûr que cela réussirait? Ta question enclenche des trucs dans mon cerveau. Et c'est bien. Mais est-ce que j'ai une réponse? Là, j'aurais envie de dire, parce que mes envies, elles sont un peu sociales en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. Je dirais peut-être monter une sorte de salon, tu vois. Ou une bande, ou un truc où il y aurait des invités, enfin des abonnés, je sais pas, un club, enfin un truc une sorte de regroupement de personnes qui me ressemblent et où j'essaierais de créer comme ça une sorte d'émulation de petits groupuscules. Je dis n'importe quoi, mais ces genres de trucs, je pense que j'ai tendance à penser que j'en suis pas capable. Et si j'étais sûre que ça réussirait, peut-être je le ferais. Entre crochets longs. Préambule à la prochaine question. Tout comme toi, j'ai quitté mon pays de naissance il y a longtemps, ça fait 17 ans. Je suis partie loin de mes parents, de ma sœur. C'était un choix radical. Parfois, je me dis que je suis un mauvais fils et frère de l'avoir fait. Mais je suis partie loin pour construire ma vie. Je n'éprouve pas d'attachement ni particulier ni fort avec mon pays de naissance, dans lequel j'ai vécu les 25 premières années de ma vie. Je ne sais pas si c'est parce que mes origines viennent encore d'ailleurs ou si le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays me fait me sentir sans attache nationale. Je crois que j'ai en moi un peu de tous les pays dans lesquels j'ai vécu. Et je ne rencontre pas souvent d'expatriés qui pensent comme ça ou ressentent la même chose que moi. Au contraire, les gens ont souvent une véritable nostalgie de leur pays d'origine, de la culture, de plein de choses de leur passé, ont une forte attache nationale. Ils pensent retourner y vivre un jour et moi non. Rien de tout cela. Moi aussi, j'ai complètement perdu mon accent. Mais je dis fièrement que je suis belge quand tout le monde croit que je suis français. J'ai toujours une pensée chaleureuse pour ce pays. Mais rien d'essentiel dont je ne peux me passer qui viennent de là. À part les 2-3 amis qui habitent là. Peut-être que ça changera, mais depuis que je suis partie, je n'ai jamais eu l'envie de revenir. Donc, j'en viens à mes questions. Je me demandais où tu en étais par rapport à cet aspect de ta vie passée. Y penses-tu parfois? La vie à Montréal te manque-t-elle? Ou te demandes-tu si tu vas y retourner vivre un jour? Là, lors de la dernière visite, en fait, moi, le souci que j'ai eu, c'est que je suis partie à 19 ans et que, à 19 ans, je vivais dans le sous-sol de chez mes parents et donc je n'ai jamais eu de vie adulte à Montréal, donc je ne sais pas ce que c'est d'être chez moi à Montréal. Pour moi, Montréal, c'est chez mes parents. Et donc, il faudrait déjà que j'arrive à essayer, et c'est un truc que je me dis, de passer, par exemple, je sais pas, 1, 2 ou 3 mois à Montréal ailleurs que chez mes parents. Ça, c'est une expérience que je voudrais faire, mais juste une expérience, tu vois. Y vivre, non, j'en suis pas là. Y travailler, y aller pour une mission spéciale, oui, mais c'est compliqué à mettre en place. La vie à Montréal te manque-t-elle ou te demandes-tu si tu... ça me manque. C'est vrai que là, cet été, quand j'y étais, il y a une douceur de vivre. Bon, c'était l'été, hein, c'est clair, mais justement, dans ce truc de collectif, de vie associative, d'engagement, de groupe de parole, d'écologie, de politique, d'identité. Alors, je pense que ça peut être un petit peu claustrophobique quand on y est tout le temps, mais j'ai eu très envie, même on y mange bien, même dans la bienveillance, dans une espèce de douceur, ouais, ça m'a fait du pied, quoi. Te sens-tu coupable d'être partie loin de tes parents? Pas vraiment. Je pense que c'était un peu pour ma survie.
et que j'en avais besoin et que mon père a fait pareil avec les siens, donc j'avais un peu le virus quoi en moi. Et comment te sens-tu en tant que Canadienne résidente permanente en France? Moi j'ai la carte de 10 ans parce que donc je suis mariée. J'ai pas envie de demander la nationalité. Peut-être que ça me faciliterait la tâche et que je le ferai pour des questions, encore une fois, logistiques. Je me suis mariée pour ça. Hein. C'est vrai qu'avec les années, il y a vraiment quelque chose d'antipathique de la France, enfin de l'administration française, qui me dégoûte un peu. Ah, le mot est fort, mais une agressivité, une insensibilité, quasi une inhumanité, je sais pas si je vais trop loin. Mais moi aussi, comme toi, je dis que je suis canadienne pour me différencier, je pense, pour prouver que pour affirmer que je viens pas de là, quoi, que je viens d'ailleurs. Ça, c'est important. Dis-tu fièrement que tu es québécoise quand on te prend pour une Française? Oui, quand même. Oui, quand même. Sauf au Québec, c'est compliqué. C'est compliqué. Au Québec, j'ai un peu honte d'affirmer que je suis québécoise parce que j'ai tout d'une Française là-bas. Enfin, c'est clair. Alors, ce que dit Linda Lemay dans Les Maudits Français, c'est vrai ou pas? Je pense que oui. J'ai plus la chanson à tête, mais bon, elle réussit quand même à vous rendre attachant. Mais j'ai eu une période Linda Lemay, hein, je suis d'accord. Y a-t-il une chose, objet, activité ou personne, être dans ta vie dont tu ne pourrais pas plus te passer? Si c'est le cas, laquelle? Le yoga, Kwan. On est tous les deux là-dessus, je pense. Note, on exclut tweet de la réponse, sinon c'est trop facile. Je l'avais exclu d'emblée. Ouais, je dirais le yoga. Activité, un objet. Je dors hyper bien sur mon oreiller tempur que j'emporte partout. C'est l'oreiller tempur à mémoire de forme là. Ça fait plus de la moitié de ma vie. Je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Enfin, j'en ai changé, hein, mais je dors sur un tempur depuis l'âge de 14 ans. Tu te rends compte, ça fait 19 ans. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Les rivières, les rivières, les rivières. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, tu es l'architecte de ta journée idéale de demain. Comment la conçois-tu? Quelle est-elle? Ouh là là. Je crois que je me lève à 7 heures. Je bois un grand verre d'eau. Elle est chaude s'il fait froid. Je mets des vêtements très confortables. Je fais un peu de yoga, genre 20 minutes. Je médite, genre 15 minutes. Ensuite, je me fais un petit thé. Et en le buvant, j'écris un peu dans un journal papier. Un journal papier. Après, je fais mon petit déjeuner. Je fais le petit déjeuner. Ou on fait le petit déjeuner. Je mange le petit déjeuner. Je fais ma toilette. Et là, idéalement, j'ai fini de faire tout ça. Il est 9h. À 9h, je me mets à l'ordinateur et je passe 1 heure à écrire. Écrire des choses qui servent à mon travail. Donc entre 9 et 10. À 10h, je passe un peu de temps planning, voir venir, idées, tout ça. Recherche d'idées, recherche. De 10 à 11h30. À 11h30, je fais 11h30 à 12h30, je fais les mails. Enfin là, je te fais un truc réaliste, hein. C'est pas la vie rêvée qui n'existe pas. Bon, après 12h30 à 14h, sortie avec truite, déjeuner. Je regarde peut-être des petites formations en ligne, je lis, petit moment curiosité. De 14 à 16, je fais des trucs plus concrets. Je tourne, j'enregistre, je bricole, quoi. 14 à 16. 16-17, je finis les trucs que j'ai pas pu finir. 17-18, je me remets à une petite formation, petite curiosité, petite lecture.
18, moment de 18-19, je fais du YouTube. Je regarde des trucs sur YouTube. De 19 à 21, je cuisine, on mange, on papote, on boit. 21, bah, si on reste à la maison, bah, je fais ma toilette et on regarde un film ou on lit. Voilà, puis 22-30, on se met doucement au lit. Voilà, ça c'est la journée de mamie. Mais sinon, on peut intercaler des sorties. Ouais, ça c'est un peu la journée de mamie. Bobo, il veut réussir sa vie, il n'en a rien à faire de réussir dans la vie. Comment te sens-tu par rapport à cette approche du succès? As-tu des critères pour savoir quand tu peux te dire un jour j'ai réussi ma vie? Si ce n'est pas encore le cas. Oh, t'es chou. Non, mais si je suis parfaitement zen et un petit peu honnête avec moi-même, je peux dire ça va. Là, ça va ma vie, ça va ma réussite, ça va quoi. Il ne s'agit pas de la performance à tout prix. Au bout d'un moment, c'est malsain quoi. Ça va ma vie, ça va. J'ai vous. Et l'étape de vous, elle a été quand même assez déterminante dans le fait de pouvoir me dire « Ah, quand même, j'ai fait ça et ils sont là, donc on en est là. » C'est la question que je posais récemment et à laquelle tu as répondu dans Community à propos de quelle vidéo je fais et pourquoi et est-ce que je la fais et pour qui je l'ai fait et est-ce que c'est quand même important que je fasse les choses que je veux faire et en fait, oh là là, au fait, qu'est-ce que je veux faire? Donc c'est clair que j'en suis à un moment de ma vie où je comprends que les choses que je crée aujourd'hui, et je me répète encore une fois, d'autant plus maintenant que vous êtes là, les choses que je fais, elles doivent m'apporter du sens et non pas être dirigées vers des variables extérieures de nombre ou de statistiques ou de signes extérieurs de réussite ou de richesse, tu vois. Je m'attache de plus en plus à faire des choses dont je me dirai plus tard « Ah ouais, t'avais fait ça! Ah ouais, t'avais fait ça quand même! Ah, c'est vachement bien ça! » Tu vois, j'essaye que... Il faut que j'y trouve du sens. Je suis vraiment en train de me détacher de l'idée de validation par l'extérieur. Oh, ça a pris du temps. Et c'est encore là, hein, c'est dur hein, de s'autonomiser par rapport à l'extérieur. Mais c'est en train de venir. Alléluia. Ton expérience de travail collectif d'Avignon a été positive de ce que j'ai compris et a en tout cas dû beaucoup te changer de ton travail en solitaire. Y as-tu pris goût à ce travail collectif? Oui, oui. Même si j'ai bien senti que l'énergie d'un groupe, elle tient à pas grand-chose. Hein. Parfois, c'est la chimie entre deux personnes. Il suffit qu'il y en a une qui part et c'est tout déséquilibré. Voilà. Avignon a-t-il eu un impact sur ta façon d'approcher ton travail pour Solange te parle? Bah oui, une envie de collaboration qui vont exister. Bon, j'ai pas des moyens illimités, mais j'ai très envie de pouvoir tester quelques vidéos en collaboration, soit à l'interprétation, soit au texte, soit au montage, soit à la réalisation. Donc ça reste, oui. Ou penses-tu changer ton approche suite à cette expérience, sachant que tu travailles déjà avec Marine? À la production avec Alice, donc Alice qui produit aussi mon spectacle et où on a un peu travaillé avec Marine à distance pendant Avignon et c'était hyper stimulant et motivant de sentir que finalement de mon travail dépendaient d'autres personnes et que quelque part maintenant j'avais une responsabilité démultipliée et très concrète et de faire en sorte que ça ne mette pas non plus une pression un peu comme ça trop envahissante, mais que ça devienne une motivation supplémentaire et une richesse et ça m'excite trop. La machine à souffler les feuilles mortes tombées à terre n'est-elle pas l'invention humaine la plus stupide de tous les temps?
un truc assourdissant qui pue l'essence, qui est d'une inefficacité ahurissante et pourtant l'engin est utilisé abondamment partout. C'est comme si pour ramasser la poussière chez soi, on utilisait une machine pour souffler dessus pour la déplacer. Tu finis toujours par une question très, très banale et philosophique. Écoute, je suis d'accord. Sur le bord du canal de Roubaix, les employés de la ville utilisaient ça. Et tout ce qu'on peut se demander, c'est, y aurait-il une façon moins polluante de faire, mais tout aussi efficace et rapide? Et est-ce qu'ils n'auraient pas atrocement mal au dos? Enfin, tu vois. Je pense aux gens qui l'utilisent, en fait. Je pense aux employés municipaux. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu, toi? Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, à toi aussi. On va refaire en 2 parties, ça fait 1 heure que je te parle déjà. Nathalie, Florent et Sophie et Anna, je vous garde pour la 2e partie, d'accord? On dit ça? Oh, je croyais qu'on n'était que 12, mais en fait, vous êtes curieux. J'adore ça. Et ben on se voit dans la 2e partie, d'accord? Grand bisous.